prénom de ton papa? Mohamed Hennani, avec 2 M. Et celui de ta maman? Khadija El Karkashi. Et quel est ton numéro de carte nationale? Alors, le numéro de ma carte nationale, c'est M5035-3X, à utiliser à bon escient. Et donc, toi, tu as créé le podcast Machi Rojola. Est-ce que tu peux déjà m'expliquer comment ça t'est venu, cette idée de podcast? Écoute, l'idée d'abord, c'était de parler des masculinités. Ce que je voulais, c'est d'abord parler des masculinités. Après, je cherchais un outil de prise de parole. Au début, voilà, j'ai pensé à une chaîne YouTube, j'ai pensé à écrire, je sais pas, publier des articles sur Internet ou même un livre si quelqu'un voudrait le publier. Mais après, j'ai découvert le podcast et pour moi, c'était un outil nécessaire parce que ce que je voulais à la base, c'est libérer ma parole. Et dans le podcast, il y a l'audio, donc il y a la parole. Et ça m'est apparu le bon outil pour prendre la parole sur ce sujet important qui est la masculinité. Pourquoi, du coup, la masculinité? Qu'est-ce qui t'interroge là-dedans? Ça se trouve que je suis un homme et du coup, en fait, voilà, je suis quelqu'un qui est très engagé pour les droits humains, pour la justice, pour l'égalité des genres et je voulais travailler sur l'égalité de ma position d'homme. Et donc, je me suis dit, la meilleure façon pour moi d'être un allié des femmes ou d'être même un féministe, aujourd'hui je l'assume, de dire que je suis féministe, c'est de travailler sur ma propre masculinité et d'inciter les hommes autour de moi et les hommes en général de travailler sur leur propre masculinité. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui peuvent dire parfois que c'est des combats importés de l'Occident, que finalement on a d'autres problèmes à régler avant ça? Je pense que les gens qui disent ça, d'abord, c'est une insulte pour nous, pour notre propre histoire, pour notre histoire très importante en tant que Marocain, parce que voilà, en tant que Marocain, dans notre culture, il y a des traces de cette égalité-là. Nous avons des figures. Je rappelle aussi que, par exemple, les femmes qui étaient pour l'égalité aussi au Maroc ont joué un rôle très important dans l'indépendance. Donc non, je pense pas que le combat pour l'égalité est un combat occidental. Au contraire, c'est un combat universel, c'est un combat qui vient de chez nous aussi. Et donc non, en fait, je crois que c'est pas parce qu'aujourd'hui il y a dans l'autre bout du monde ont beaucoup plus avancé sur ces questions que nous, que c'est un combat qui leur appartient. Au contraire, il nous appartient aussi. Et ça avance quand même ici parce qu'on est quand même dans un pays qui est certes moins fermé que beaucoup d'autres, mais qui reste conservateur, patriarcal. On l'a vu avec, il y a plein d'affaires qui ont fait la une des journaux, ne serait-ce que l'année dernière avec l'histoire de viols, de typhlettes, etc., ou des lynchages de personnes issues de la communauté LGBTQIA+. Donc, est-ce qu'on avance quand même? Oui, alors je pense que quand on a un regard microscopique sur la situation, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on n'avance pas, mais si on opte pour un regard beaucoup plus global, il y a eu beaucoup d'avancements. C'est-à-dire quand on regarde l'histoire de l'égalité ou de la lutte contre les violences faites aux femmes, si je prends ça comme exemple, on voit qu'il y a eu beaucoup de changements. Depuis les années 90 au Maroc, il y a beaucoup d'avancements. Aujourd'hui même, c'est-à-dire même si on prend juste les réseaux sociaux comme exemple, il y a beaucoup de paroles qui se libèrent, il y a beaucoup de jeunes qui prennent la parole. Alors c'est vrai que pas que de ce côté, il y a aussi des mouvements réactionnaires, mais il y a beaucoup d'avancements. Aujourd'hui, je pense, moi, en rencontrant beaucoup de jeunes, je vois aujourd'hui la nécessité. Il y a les femmes qui s'émancipent. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui croient aussi à l'égalité. Et je pense qu'il y a vraiment des changements qui se font. Et c'est un changement, je dirais, logique, parce que voilà, au Maroc aussi, il y a eu des lois qui ont changé. Déjà la Moudawana en 2004, le changement des manuels scolaires. Et tout ça, une certaine liberté d'expression à travers les livres, à travers les productions cinématographiques. Et je pense que tout ça, ça joue un rôle important dans le changement des mentalités et des imaginaires au Maroc. Donc, si, il y a un changement, je pense. Tu parlais de la Moudawana. Là, on sait que le roi a demandé
ce qu'il y ait une nouvelle réforme de cette Moudawana. Toi, je sais que tu travailles avec des militantes, des collectifs, des activistes. C'est quoi les demandes aujourd'hui de ces personnes qui veulent l'égalité? C'est quoi leur principale demande par rapport à cette nouvelle Moudawana qu'on devrait avoir prochainement? Oui, moi je pense que le Maroc mérite la Moudawana qui honore son image dans le monde. Aujourd'hui, on organise la CAN en 2025, on organise la Coupe du Monde en 2030, et le monde entier va nous regarder. Je pense que le monde aujourd'hui, quand il nous regarde, il doit trouver non seulement une Moudawana, mais aussi un code pénal à la hauteur de cette image qu'on représente aujourd'hui dans le monde et qu'on a envie de continuer à promouvoir. Donc, tout simplement, une Moudawana qui respecte les droits humains, qui respecte les droits des femmes, qui assure les libertés pour tous citoyens et citoyennes, une Moudawana qui est fidèle à l'âme de la Constitution du Maroc. Je pense que c'est ça. Et quand je dis ça, alors je dis ça vaguement, mais effectivement, il y a des lois qu'on doit changer, le mariage des mineurs, mais je pense que c'est honteux aujourd'hui, en 2021, dans un pays comme le Maroc, avec tout ce qu'il représente. On a encore le mariage des mineurs. Une femme ne peut pas dormir dans un hôtel dans sa ville natale quand elle le veut. Il y a des lois comme ça, mais qui n'ont vraiment pas de sens. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, le gouvernement doit vraiment prendre un stylo rouge et relire la Moudawana et relire aussi le code pénal et mais effacer, je dirais même éradiquer certaines lois qui ne respectent pas la dignité humaine et la liberté des citoyens et citoyennes. Et je pense qu'il y a beaucoup de questions dans la Moudawana, comme la question du mariage des mineurs, si je prends que ça comme exemple. C'est-à-dire ça ne devrait pas, dans un Maroc de 2021, être un sujet de débat. Ça doit être un acquis. On ne doit pas débattre de ça. Et je pense que la majorité des Marocains aujourd'hui ne veulent pas voir leurs enfants, et surtout leurs filles, dans une institution de mariage à l'âge de 15 ans, mais ils veulent les voir éduqués, qui ont accès au travail et tout ça. Et je pense qu'il reste une toute petite minorité qui défend justement ces idées. Tu parlais tout à l'heure de courants qui sont à l'extrême de ce que toi tu veux promouvoir. Je parle justement de cette masculinité toxique avec ces masculinistes qui sont très présents sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram et TikTok, et qui séduisent de plus en plus de jeunes. On en a eu déjà nous en interro. Comment tu expliques que d'un côté cette montée du progressisme qui est accueillie par une partie de la société, et de l'autre côté ces courants qui sont quand même dangereux, qui séduisent de plus en plus de jeunes et de jeunes garçons, enfin, des adolescents? Oui, alors je ne vous cache pas que moi c'est des mouvements qui me font peur quand je vais sur les réseaux sociaux, quand je lis les commentaires, quand je vois le nombre de personnes qui suivent ces mouvements-là, c'est quelque chose qui me fait peur. Après, en même temps, je me dis que c'est un mouvement réactionnaire, c'est-à-dire parce qu'il y a des avancements aujourd'hui dans la société, qu'il y a ces mouvements-là, et je pense que c'est même healthy, c'est tout à fait normal, c'est démocratique quand on a des avancements d'avoir des réactions de l'autre côté. Alors moi, ça se trouve que c'est un sujet sur lequel je travaille, les Red Pillars, les mouvements masculinistes au Maroc. Et en fait, je vais regarder. Je pense qu'il y a effectivement des leaders. Alors les leaders au Maroc, je sais pas s'ils le savent ou pas, mais de toute façon, la majorité le font aujourd'hui pour parce qu'ils sont influenceurs, parce que on veut générer des followers sur les réseaux sociaux. Mais ce qu'ils ne savent pas, surtout que c'est en fait le mouvement, par exemple, Red Pillar, et pour le coup, un mouvement qui n'est pas marocain. C'est un mouvement qui est né, par exemple, aux États-Unis, et c'est un mouvement raciste. Alors moi, je trouve ça drôle aujourd'hui quand je vois un Marocain défendre ce mouvement-là, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ces mouvements-là, c'est des mouvements suprémacistes, c'est des mouvements qui croient à la supériorité de la race blanche. C'est des mouvements très très dangereux aujourd'hui dans la société qui sont utilisés. C'est-à-dire, ils ne croient pas par exemple à la supériorité de l'homme marocain. Pour eux,
au-dessus de l'homme marocain, il y a l'homme européen de race blanche. Ils parlent de race, ils parlent de questions très, très, très problématiques. Les gens qui les suivent au Maroc sont mineurs. Souvent, parce que comme je vous ai dit, je travaille sur ça et donc de temps en temps, je vais regarder. C'est des personnes très jeunes et de toute façon, parce que c'est des gens qui croient à des pilules, red pill, une pilule rouge qu'on prend pour être voilà, pour avoir accès au savoir. Moi, je pense pas que c'est une pilule qui règle le problème, mais c'est l'éducation, c'est la création des espaces associatifs et culturels de réflexion. Je pense que moi-même et toutes les personnes qui travaillent sur les questions de l'égalité, c'est des gens qui croient au dialogue, qui croient à la sensibilisation, à l'éducation. Et moi, je pense que c'est ce qu'il faut aujourd'hui. C'est vraiment, au lieu de créer des mouvements comme ça sur Internet, qui portent beaucoup de haine pour les femmes, qui portent beaucoup de haine pour les minorités, ce qu'il faut, c'est vraiment créer des espaces de dialogue, de réflexion, pour toutes les citoyennes et citoyens, pour réfléchir sur des questions comme ça, inclus les questions qui fâchent et les questions, voilà, les questions de la liberté sexuelle, les questions des violences faites aux femmes. Je pense que, et avec ça, les mentalités vont changer. Et du coup, quand je me dis ça, je n'ai plus peur. Mais est-ce que c'est pas un peu idéaliste de voir les choses comme ça, dans le sens où là, tu me dis que c'est d'une certaine manière assez sain qu'il y ait ces mouvements, parce que ça prouve que la société progresse aussi de l'autre côté. Mais il n'empêche que ces mouvements peuvent être dangereux. Je pense que, effectivement, comme tu dis, c'est vraiment dangereux et je peux pas nier le fait que ça a un impact sur la société, que ça soit les hommes ou les femmes aussi, voilà, qui se sentent menacés, attaqués, touchés dans leur dignité quand ils entendent des propos comme ça. Moi, je sais pas, je pense que c'est un travail collectif, c'est un travail de la société civile, mais aussi des institutions. Moi, quand je réfléchis en tout cas sur ces questions, je pense qu'il y a justement des mesures à prendre à court terme, à moyen terme, mais aussi à long terme. Je pense sincèrement que les mouvements masculinistes, si on les prend comme exemple, c'est une tumeur qui est en train de manger le corps de la société. Et je pense, comme toute tumeur, ce qu'il faut faire, c'est aller chercher l'origine. Et donc, chercher l'origine, c'est vraiment donner je sais pas si vous voyez, pour prévenir un cancer, on mange sain. Et pour prévenir la tumeur du sexisme et du masculinisme, il faut éduquer, il faut créer ces espaces, comme je vous ai dit, c'est la lecture, c'est l'écoute de l'autre. Et tout ça, c'est un travail de l'État, mais aussi de la société civile. Ça, c'est à long terme, vous voyez. Donc, changer les manuels scolaires, créer des espaces, on parle d'égalité, mais vraiment donner beaucoup plus de liberté d'expression. À court terme, pour protéger, je pense qu'il faut mettre en place des lois qui protègent. Alors moi, à la base, je sais pas, je vous dirais pas que c'est des gens qu'on doit mettre en prison, par exemple. Ce que je dirais, c'est de mettre en place des lois qui protègent les minorités, des lois qui protègent les femmes, des lois qui protègent contre le discours de haine, contre le racisme. Et comme ça, toute personne qui prendrait la parole, tout en étant conservateur, on a le droit d'être conservateur, mais quand on prend la parole en tant que conservateur, on doit juste être sûr qu'on n'est pas en train d'attaquer, de toucher une autre personne dans sa dignité humaine. Et je pense à la haine, quoi. Exactement, inciter à la haine. Et donc, il faut mettre en place des lois comme ça, tout en éduquant, tout en créant des espaces de réflexion. Je pense que c'est le seul moyen. C'est un fait. Vous voyez, par exemple, les Red Pillars, c'est un mouvement, c'est-à-dire c'est pas comme Maroc. Et c'est pas un mouvement religieux, par exemple. Et c'est un mouvement qui existe sur Internet. Et je pense que c'est un mouvement qui se nourrit de cette idée que on lui donne pas la parole, on le considère comme mouvement censuré, etc. Et moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est vraiment de créer des espaces, de confronter, de développer des arguments. Moi, c'est pas des ennemis, c'est des adversaires. Et je pense que c'est des gens avec qui doivent changer d'avis, qui doivent surtout comprendre, ça c'est super important, de comprendre que l'égalité, c'est pas contre eux. L'égalité, c'est pour eux aussi. Et je pense que, d'ailleurs, il y a beaucoup de diagnostics des masculinistes qui sont vrais, mais on n'est pas d'accord sur le traitement et sur le regard ou la vision qu'on devrait porter sur ce diagnostic-là. Et donc, je pense que, voilà, c'est un travail de société civile, de l'école, de répondre à ça et donc mettre fin à ces idées-là dans la société.
c'est ce que toi, tu essaies de faire aussi avec Machirojola, avec ce podcast, d'ouvrir un espace de débat et de réflexion. Tout à fait, tout à fait. Moi, l'idée à la base, c'est ça en fait. Il y a juste, voilà, c'est un combat que je portais au fond de moi. Et à un moment donné, je me suis dit, je pense que j'ai la légitimité de porter de ce combat, de créer cet espace de réflexion. D'ailleurs, à côté du podcast, je fais beaucoup d'interventions des fois dans des écoles pour échanger avec des enfants, avec des jeunes, avec des adolescents. Alors, je sais que ça fait très peur aux conservateurs. Et vous voyez, pour eux, c'est la théorie du genre et c'est émasculer les hommes et tout ça. Alors que c'est pas vrai. Ce que je fais quand je vais intervenir dans les écoles, c'est vraiment de réfléchir sur ça et de montrer à ces adolescents l'impact de voilà, des violences faites aux femmes que le Maroc a reconnu, par exemple, depuis les années 90 au Maroc. Je pense depuis 96, la première fois que le Maroc a reconnu en tant qu'institution, en tant qu'État, que gouvernement, qui a des violences faites aux femmes et il a commencé à faire des recherches et on en est encore là. C'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, on est encore dans la violence physique faite aux femmes, psychique et sexuelle. Et quand je vais dans des écoles, bah, c'est réfléchir sur ces questions que le Maroc reconnaît comme fléau social. Et voilà, pour inciter les enfants, les adolescents, les jeunes à avoir des comportements plus positifs en tant qu'hommes en respectant les femmes. C'est important de commencer à avoir une éducation aux masculinités positives dès l'enfance. Et là, tu me disais tout à l'heure que tu as plus d'une dizaine d'épisodes déjà prêts pour cette deuxième saison de Machirojola. Est-ce que tu peux nous en parler, parler des thèmes que tu vas aborder, de tes invités? Alors oui, effectivement, il y en a beaucoup d'épisodes que j'ai enregistrés, une vingtaine, parce qu'en fait, j'ai arrêté le podcast pendant 1 an, parce que moi aussi, même en étant un homme, je me pose beaucoup de questions. Des fois, je me pose des questions de légitimité et tout ça. Et donc l'année dernière, je me sentais pas du tout prêt pour publier le podcast, pour défendre les épisodes et tout ça. Et donc, ça m'a pris beaucoup de temps. Et là, je vais commencer à les publier. J'ai enregistré beaucoup d'épisodes. Je pense que maintenant, le podcast est devenu un espace plus global pour parler des masculinités. Alors, il y a aussi beaucoup d'universitaires, beaucoup d'étudiants en sociologie, des activistes, des femmes et des hommes dans la société civile qui vont écouter le podcast pour avoir accès à l'information. Et donc, à l'information, je veux dire sur les masculinités en général. Et donc, ce que je fais, c'est que je crée cet espace-là dans le podcast en invitant des sociologues du monde entier. Alors, je profite de mon travail en tant qu'activiste et conférencier et mon travail sur la santé sexuelle et sur les libertés sexuelles pour enregistrer avec plusieurs personnes de plusieurs pays. Alors au Maroc, en France, j'ai enregistré en Afrique du Sud aussi. Et donc dans cette saison, il y a plusieurs nationalités dans le podcast. Il y a plusieurs langues aussi. Des fois c'est en darija, des fois c'est en arabe classique, selon les invités. Des fois c'est en français. Il y a quelques épisodes en anglais aussi. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de cerner le sujet. Je vais parler des Red Pillars, je parle de santé sexuelle. Et je pense que Machirojola, c'est aussi un espace de liberté. Et j'en profite pour parler des sujets dont on ne parle pas souvent dans les médias classiques, si je peux dire ça. Et voilà, dans Machirojola, la parole est donnée à tout le monde, sauf les sexistes. Super. Merci beaucoup, Sofiane. Merci, Léla. À bientôt.